si je merde, je suis capable de dire que j'ai merdé. Puis si c'est mon succès, je suis capable de dire aussi que c'est mon succès. Si tu avais le pouvoir ultime, Ouais. comment tu pourrais apporter cette correction-là? La mairesse ou un conseiller municipal, ça débarque pas dans le bureau d'un fonctionnaire pour dire « Toi, ça prend trop de temps, là, ton permis, tu vas me le sortir. » J'en ai 5 femmes spéciales. Moi, je trouve que la vision politique de l'entrepreneuriat, elle fait la différence dans comment tu veux ou non travailler avec tes entrepreneurs. Si je décéderais demain, je demanderais à devenir la PDG du groupe Royal. Je crois que les organisations ont une responsabilité de stimuler la parité. Moi, je suis quelqu'un hyper compétitif, j'adore les sports, puis je suis un entrepreneur qui n'est pas gêné et qui ne se cache pas derrière son doigt. Si je compare à ma vie politique, des choses que tu ne contrôles pas en politique. Comment tu as trouvé cette transition dans ta carrière? Moi, mon père, c'était un soudeur. Parce que ce qu'on vit à Gatineau, ça se vit pas partout au Québec. Du taf, pas du show. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. Only real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal, loyal. Risk, risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Aujourd'hui, on est assez chanceux d'avoir une dame très dynamique dans la région de Gatineau. Je te laisse te présenter. Merci Alex, je suis contente d'être ici. Donc, France Bellil, coprésidente et fondatrice de Posture Inc., j'aime ça dire ça, entrepreneur depuis quelques mois maintenant, ancienne mairesse de Gatineau et je dirais journaliste de formation qui a aussi été productrice télé, gestionnaire de salle de nouvelles. Et j'ai eu à un moment donné de ma carrière, j'étais aussi au bureau du président de CBC Radio-Canada où je gérais des crises. Alors, entre autres, ce passé-là m'a inspiré à créer Posture Inc. avec un partenaire et je reviens un petit peu dans les communications stratégiques, la gestion de crise, que j'aime beaucoup. Bien, c'est sûr que ça prend beaucoup, tout un bagage d'expérience pour être capable de relever tous ces défis. Donc, juste d'avoir eu toutes ces expériences de vie que tu as eues parce que tu as porté plusieurs autres chapeaux, Ouais. je présume que ça va beaucoup aider le lancement dans une entreprise comme Posture Inc. Oui, ça l'aide. Puis comme, tu sais, il y a différentes entreprises qui font des communications stratégiques puis de la gestion de crise. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a. Je pense que qu'est-ce qui nous distingue, c'est pas juste qu'on est capable de gérer des crises puis d'accompagner des clients puis faire de la communication stratégique, c'est que moi-même, j'en ai vécu beaucoup de crises. Donc, j'en ai géré dans ma vie professionnelle. J'ai été au centre aussi de crises dans ma vie politique. Puis ça fait que quand quelqu'un vient me voir, bien, je les comprends. Tu sais. Je suis capable de comprendre qu'est-ce que ça fait d'être au centre d'une tempête, puis à quoi tu penses, puis comment tu peux te sentir, puis comment tu peux être préoccupé par ta famille, par ton image. Alors ça, je pense que c'est une expérience qui fait que les gens se sentent en confiance. Puis je pense que c'est un nuage qui est très fort, que le monde, des fois, vont oublier l'importance que ça peut mener sur une vie professionnelle comme personnelle. Donc, si tu vis des crises personnelles ou sur l'image ou dans ton entreprise, ça apporte vraiment une pression qui est pas explicable parce que tu peux pas le toucher, mais émotionnellement, tu te sens un peu attaqué de quelque part, puis tu n'es pas capable de la gérer, cette crise-là, qui vient en sorte que ça commence à affecter tous les autres façades de ton cheminement ou de ton entreprise ou ta vie personnelle. Ça a pris, je ne sais pas, peut-être 3 mois avant que je fasse ma première sortie dans le public quand j'ai quitté la mairie de Gatineau. Puis, je suis allée à une game des sénateurs. Et j'ai rencontré là, un homme d'affaires de la région d'Ottawa. Puis, il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Puis moi, mon plan, c'était de me donner un petit peu de temps pour digérer tout ça. Puis j'ai dit « Je ne sais pas ce que je vais faire. » Tu sais, après la mairie, je me donne le temps de réfléchir, je veux me reposer. Puis il me dit, c'est un anglophone, il me dit « What are you best at? »
J'ai pas été capable d'y répondre. Je OK. l'ai regardé, puis là, j'ai fait « Hey, c'est une maudite bonne question, ça. Je suis bonne dans plein d'affaires, mais dans quoi je suis la meilleure? » Et je suis partie avec cette question-là. Il m'a beaucoup aidée de me poser cette question-là. Ça t'a fait genre réfléchir, de te regarder dans le miroir puis dire c'est quoi qui est prochain, c'est quoi la prochaine étape pour moi, Ouais, puis c'est quoi l'affaire c'est quoi mon dada. oui. Moi, Puis, France Bellil, c'est quoi mon dada? parce que moi, je disais toujours avec beaucoup de fierté, je suis bonne dans tout, puis je suis excellente dans rien. C'est-à-dire que je me considère comme une fille polyvalente, je suis fière de ça. Je suis agile, j'ai eu beaucoup d'expérience professionnelle, je suis capable de faire plein de choses. Mais dans quoi je suis vraiment hot? Puis j'en suis venue justement créer Posturing avec mon partenaire Nicolas parce que je me suis dit, je suis bonne en communication, je suis une bonne communicatrice, mais je suis bonne aussi pour vivre puis comprendre les crises de l'intérieur. Puis les clients avec qui je travaille, je fais pas, ils sont pas tous en crise. Il y en a qui viennent me voir pour des communications stratégiques, mais quand la personne, elle arrive puis elle est en crise, je la comprends, puis elle sait que je la bullshit pas. Je le sais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur d'être en crise. Fait que moi, j'essaie d'offrir comme une aide un peu 360 à la personne. Comment ça va, toi? T'sais, avant qu'on se mette à faire des communiqués de presse puis des réseaux sociaux, là, comment ça va? Comment tu te sens? Comment ta famille vit ta crise avec toi? Si ça sort dans les médias, tes enfants à l'école, comment on va gérer ça avec l'école? Comment? Fait que tout comme une dimension humaine. Puis ça, je pense que c'est ça qui me distingue. Puis je pense qu'à la question « What are you best at? » une vision 360 des communications, c'était ça ma réponse. Mais c'est le fun de voir que... Moi, je pense que la première chose qu'une personne professionnelle qui veut croître dans la vie doit avoir l'humilité de se regarder dans le miroir, prendre un step back, reculer, regarder qu'est-ce qui se passe, puis après ça, dire « ça, c'est qu'est-ce que je suis best at ». Puis là, je rallume le moteur, puis je fonce. C'est un peu ça que tu as fait. Donc, France, aujourd'hui, juste pour que tu sois consciente, moi, j'ai un podcast que j'ai commencé. C'est vraiment de discussions d'entrepreneurs, anciens politiciens, toutes les personnes qui ont des anciennes vies, que ce soit politique ou que ce soit en affaires, pour avoir des discussions, mais pas des discussions politiquement correctes, si on peut le dire comme ça. J'avais compris. Au point où on ne se sent pas assez à l'aise de parler. Puis une chose que j'ai réalisée, les plus belles conversations, c'est ceux qu'on a derrière un appareil téléphonique où il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui nous entend. Puis là, on ne parle pas de filtre, mais c'est ça qui va alimenter quelque chose pour avancer. Donc, je fais des podcasts en anglais, je fais des podcasts en français. Je suis assez chanceux. Je pense que j'ai un bon accent québécois, donc j'espère que ça va aider au niveau français. Croyez ou pas, j'avais de la misère à parler en français quand j'étais à l'école. Au point où je recevais, je pense, le record des retenues à l'école pour quelqu'un qui parlait en anglais, parce que je suis allé au Collège catholique Samuel-Genet à Ottawa. Puis je ne sais même pas comment j'ai passé en français, honnêtement. Puis quand je suis venu à Gatineau, j'ai réalisé qu'il fallait que j'adapte. Mais je suis assez chanceux, donc the switch to English is just as easy for me to switch to this language. Puis je parle une troisième langue qui est l'arabe, donc je ne te parlerai pas en arabe, je pense que tu vas avoir un peu de misère à me répondre. Un peu. Mais les trois, je pense dans les trois, puis je parle dans les trois, puis un de mes meilleurs amis m'a dit ça. Il dit, Alex, une force que tu as, c'est le langage, c'est une richesse culturelle que tu peux pas évaluer, c'est incroyable. Donc, quand j'ai commencé mes podcasts, on a fait beaucoup de podcasts en anglais. Puis là, j'ai dit, bien, moi, je travaille à Gatineau. J'adore la région de Gatineau, puis je veux influencer la région de Gatineau. Donc, il faudrait que je commence à parler avec le monde qui influence la région, donc les entrepreneurs. Pour moi, tout commence avec les entrepreneurs. Malheureusement, ici à Gatineau, on a un peu des fois de la misère. Je trouve que les entrepreneurs sont mal perçus ou sont... Je dirais pas attaqués, mais sont pas propulsés, sont pas aidés. Pas valorisés. Pas valorisés. Pas du tout. Pas valorisés. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle que je t'ai invité aujourd'hui, parce que tu portes deux chapeaux. Tu as porté deux chapeaux. Donc, je pense que ça va être le fun. Puis, on va faire une affaire un peu différente. Après qu'on s'est parlé, tu m'avais suggéré une idée de mettre 5 thèmes dans un bol.
Oui, j'ai apporté des bols à soupe de la maison. Puis moi, j'ai les miens ici. Oui. Donc, on va... En passant, juste pour que les gens comprennent, tu sais pas qu'est-ce que j'ai mis dans mon bol, puis moi, je sais pas qu'est-ce que tu as mis dans ton C'est ça, bol. mais il m'en manque un. Je sais pas où il est allé, mais c'est pas grave. Je les ai C'était collés. la question la plus difficile. J'espère pour toi, en tout cas. Mais je les connais par cœur. Donc, OK, je vais commencer. Oui. Puis après ça, je te laisse me demander... C'est bien énerveuse. Inquiète-toi pas, ça va être le fun. Puis avec le bagage de journaliste, mairesse, entrepreneur, Tu penses que je devrais être correct? tu vas être capable de pivoter s'il faut, je pense. OK, d'accord. Donc, c'est une question / thème. Comment tu trouves les transitions que tu as faites dans ta carrière? Donc, c'est-tu facile ou c'est-tu très difficile d'aller d'une journaliste à une mairesse, à un entrepreneur? Comment tu as trouvé cette transition dans ta carrière? Puis après ça, je vais demander la question qui est cachée dans le thème. D'accord. Écoute, moi, j'aime le changement. J'ai toujours aimé le changement. Fait que, tu sais, pour donner une idée, quand j'étais au secondaire, toutes mes amies allaient au cégep. Moi, je suis allée à la cité collégiale. J'étais comme la seule de ma gang qui allait à la cité collégiale. Ensuite, je suis partie. Je venais juste d'avoir 19 ans. Je suis partie à 14 heures de chez nous pour aller faire mon stage à Moncton, au Nouveau-Brunswick, avec mon petit char. Je suis allée travailler là pendant 1 an. Après, je suis partie de là. J'ai conduit le vendredi soir pendant 24 heures pour aller travailler à Windsor, dans le sud de l'Ontario. Je commençais le lundi. Moi, j'aime ce changement-là. Quand j'étais à Tourisme Outaouais, j'ai décidé de quitter Tourisme Outaouais. Puis là, ma présidente a dit « T'as-tu un autre job? » J'ai dit « Non, je veux faire d'autres choses. » Puis elle a dit « T'as pas d'autres jobs? » J'ai dit « Non, je vais faire d'autres choses. J'ai juste le goût de faire d'autres choses. Je sais pas quoi, mais je vais faire autre chose. » Quand j'ai décidé d'aller à la mairie, j'ai dit à mon mari hey, « Là, c'est pas vrai que tu vas me faire vivre durant ma campagne électorale. On vend notre maison. On va faire un profit. Ça va me donner un petit coussin. Je vais pouvoir faire ma campagne électorale. Je suis allée à la mairie. » Donc, moi, j'aime le changement. Ça ne me fait pas peur, le changement. Le vide me fait pas peur. Puis tout ça, pour moi aussi, ça cache probablement le fait que j'étais une entrepreneur depuis longtemps. Fait que non, j'ai pas peur du... En fait, je vois toutes les transitions de vie comme des changements. Puis comme je suis une fille qui aime le changement, c'est super. Je me suis un peu calmée en vieillissant parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que mon changement, il était un peu intense. Souvent, c'était comme, je changeais de ville, je changeais de char, je changeais de chum, je changeais de maison. Là, à un moment donné, ça a commencé à me coûter cher. Tu as trouvé un peu de stabilité à quelque part. J'ai trouvé un petit peu d'équilibre, mais non, moi, j'aime ça. J'associe transition à changement, puis moi, j'aime le changement. Puis là, tu es devenue mairesse. Oui. Puis tu as switché à entrepreneur. Oui. Tu as vu les deux côtés de la médaille. Mm-hmm. Comment tu t'as trouvé ce changement-là ou comment de temps que ça peut prendre pour faire quelque chose au niveau politique? Puis comment vite qu'on peut bouger en tant qu'entrepreneur? Oui. Je ne suis pas surprise de ta question. Bien, il y a une couple d'affaires dans ce que tu dis. Sur la rapidité ou la non-rapidité, là, je vais dire de la politique versus entrepreneur, moi, en fait, j'ai toujours vu assez positivement le fait dans la vie que je suis une impatiente. Fait que quand je suis arrivée à la mairie, moi, souvent, avec les fonctionnaires, je leur disais « Ça prend bien trop de temps, votre plan. Comment ça que ça prend du temps comme ça? » Puis, c'est sûr qu'il y a des apprentissages parce que, tu sais, je comprends, toi, tu t'es souvent exprimé là-dessus. Les gens disent « Hey, c'est donc bien bureaucrate, puis c'est donc bien long, puis c'est vrai. » Puis est-ce que ça pourrait être plus court? Oui, je pense que ça pourrait être plus court. Est-ce qu'il y a des processus qui sont longs puis peut-être pas nécessaires? Oui, je pense qu'il y a des processus qui sont longs qui ne sont pas nécessaires. Il y a un bout, par exemple, que les gens ne voient pas.
c'est qu'une ville, c'est extrêmement réglementé. Pas juste la ville, mais qu'il y a l'application de certaines lois du Québec, notamment, qui passent par la ville, puis ça fait que c'est lent. Puis ça, les citoyens ou les entrepreneurs ne sont pas tous conscients de ça. Alors moi, je pense qu'une chose distinctive comme mairesse, c'est que je challengeais beaucoup les équipes sur les délais. Est-ce qu'on est capable de faire plus vite? Est-ce qu'on peut faire différemment? Mais évidemment, ça ne change pas du jour au lendemain. J'apprécie beaucoup la vie d'entrepreneur parce que, justement, il y a comme une flexibilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-le. Puis moi, ce que j'aime de la vie d'entrepreneur, c'est mon succès, c'est mon succès, puis ma chenoute, c'est ma chenoute. Oui, ça, c'est très bien dit. Puis moi, ça, j'apprécie ça parce que je considère, je pense en toute humilité, une de mes qualités, c'est l'imputabilité. Mm-hmm. Puis si je merde, je suis capable de dire que j'ai merdé. Puis si c'est mon succès, je suis capable de dire aussi que c'est mon succès. Tu n'es pas gêné de le dire. Je suis pas gênée de le dire. Bon, j'ai un petit côté judéo-chrétien comme tout le monde, que peut-être, mais quand même. Puis ça, j'apprécie ça de l'entrepreneuriat, tu sais, cette agilité-là, puis ce côté-là là aussi. Mais est-ce que tu trouves que, comme tu étais des deux côtés de la médaille, puis je finis sur celui-là, je te laisse me demander la question ou me donner le thème. Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque de communication entre les deux? Je t'explique un peu ce que je veux dire. J'avais eu la chance de rencontrer un député provincial qui était un ministre de Transport durant ma carrière. Ouais. Puis les entrepreneurs, ils existent pour trouver des solutions à des problèmes. Ouais. Puis on dit souvent, tu regardes un projet qu'on donne aux fonctionnaires, qu'est-ce qui prendrait 6 mois, un entrepreneur pourrait te l'enclencher en 1 mois. Qu'est-ce qui prend 3 ans, on peut le clencher en 1 an. Ouais. On parle des économies de temps quand même assez intenses. Ouais. Tu sais, dans mon dernier podcast, on jasait puis on dit, c'est-tu normal qu'on a un problème? On n'a pas assez de portes. On n'a pas assez de logements dans la région de Gatineau ou partout au Canada. C'est une crise. Puis, exemple, moi, je veux développer un sixplex. On est rendu maintenant 2 ans, 8 mois qu'on attend juste le permis de construction. Puis là, l'hiver arrive, donc je perds un autre 6 mois. Donc, on va finir par faire 3 ans pour approuver un petit projet de sixplex. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. Ça aurait mis 6 portes de plus. Ouais. C'est un besoin en plus. Là. Tous les politiciens sont là, ils nous expliquent clairement qu'ils sont là pour battre cette crise. Puis, OK, arrête donc de battre la crise derrière une caméra, puis juste enlever les manettes puis laisser les entrepreneurs apporter des solutions. Ouais. C'est ça qu'on existe faire. Donc, pour reculer un peu, on a souvent dit, quand j'ai parlé avec le ministre à cette époque-là, il me disait « Oh my God, mais c'est une excellente idée! T'en as-tu parlé avec la société de transport de ça ou à la ville? » J'ai dit « Ben, il y a trop de règles. Ils peuvent pas nous parler. C'est du lobbying. Tu peux pas avoir une conversation. On n'est pas capable de se parler. » Il dit « Oui, mais si on... » Il dit « Moi, je m'en vais parler avec la présidente, puis il faut qu'elle t'entende, puis il faut entendre ces solutions-là. » Je veux dire, c'est des quick wins qui vont apporter une solution aux problématiques. Pourquoi tu trouves que si tu avais le pouvoir ultime, comment tu pourrais apporter cette correction-là que tous les entrepreneurs, je veux dire, il n'y a pas une table, il n'y a pas un dîner, il n'y a pas un souper, il n'y a pas un 5 à 7, qu'il n'y a pas un entrepreneur qui chiale contre la ville provinciale, fédérale, que c'est lent, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne nous écoutent pas, qu'il n'y a pas de canaux de communication, puis que les erreurs de l'autre bord, que ça nous coûte 3 ans de manque de loyer et de dépenses et d'argent, les erreurs de l'autre bord c'est pas leur problème. Moi, j'ai payé la facture de ne pas être capable, depuis 3 ans, de monter mon sixplex. Tous ces revenus perdus, puis il n'y a aucune raison, il n'y a pas de justification. Mais quand nous, on fait des erreurs, sont vite pour t'apporter une infraction. Clair. Donc, tu as le pouvoir ultime. Comment on peut d'abord, s'approcher? Quand tu es mairesse, tu n'as pas le pouvoir ultime. Comme qu'on le croit. Comme on le croit. Tu n'as pas le pouvoir ultime. Le pouvoir est celui du conseil municipal. Donc, ça prend, tu sais, dans le cas de Gatineau, c'est 20 personnes autour de la table.
qui doivent donner une orientation à des fonctionnaires. La mairesse ou un conseiller municipal, ça ne débarque pas dans le bureau d'un fonctionnaire pour dire « Toi, ça prend trop de temps, là, ton permis, tu vas me le sortir. » Ça ne marche pas de même. Donc, il y a comme juste une compréhension de l'appareil, puis ça, c'est important de le situer, mais le conseil municipal peut donner une orientation au directeur général puis dire là, active. Il faudrait que ça aille plus vite, puis là, lui, il descend dans la machine. Mais je ne veux pas trop rentrer dans l'administratif. Moi, fondamentalement, ce que je retiens, c'est que, puis ça, c'est beaucoup de la culture, je vais dire, municipale. Parce que ce qu'on vit à Gatineau, ça ne se vit pas partout au Québec. Il y a des villes qui sont très orientées entrepreneurs. On va prendre la Beauce. Là. La Beauce, tout le monde parle de la Beauce, sont reconnus pour leur tissu entrepreneurial. La relation du politique puis des fonctionnaires avec les entrepreneurs est complètement différente. Il y a un ADN puis un tissu qui est différent. On le voit dans d'autres régions du Québec. Ici, pour toutes sortes de raisons, comme je pense, on est beaucoup dans une ville et une région de fonctionnaires, l'économie est drivée, entre autres, par la fonction publique fédérale. Ça fait qu'on n'a pas un tissu entrepreneurial comme celui de la Beauce. Puis ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas eu l'intelligence d'alimenter les discussions et les relations avec les entrepreneurs. Alors moi, je te rejoins complètement sur... un moment donné, il devrait y avoir beaucoup plus d'ouverture de la part du politique, mais aussi des fonctionnaires, à venir tester des idées avec le milieu. Tu sais, dans le fond, une ville, il faut que ça réponde aux besoins de son milieu. C'est vrai pour les citoyens qui ont besoin, tu sais, des parcs, des trottoirs déneigés, de l'eau potable. Puis c'est vrai pour ces entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un environnement, tu sais, qui leur permet de shiner puis de se développer. Puis ça, c'est très difficile à Gatineau. Puis tu sais, là, je vais ajouter une dimension, je vais dire, de vision politique, où on se retrouve à Gatineau et ailleurs au Québec avec des courants politiques, où on est beaucoup dans, je vais dire, dans une gauche, puis c'est correct, là, tu sais, qui est très environnementale, consultation citoyenne, puis tout ça, c'est fondamental, puis c'est important. Mais où on a une tendance à démoniser beaucoup le secteur économique. Où est-ce qu'on est beaucoup, à mon avis, dans une idée très judéo-chrétienne de « Ah, des gens qui font de l'argent ne sont pas fins! » Et ça, à Gatineau, malheureusement, ça existe. Puis ça a un impact majeur sur comment les entrepreneurs se sentent appréciés, valorisés, contributeurs de leur ville. Puis ça, c'est des choses qui viennent du politique. Puis quand tu as des politiciens qui agissent ou qui ont des discours comme ça, bien, quand tu es fonctionnaire, ça te donne pas mal de munitions pour jouer ça serré, tu comprends? Mm-hmm. Fait que moi, je trouve que la vision politique de l'entrepreneuriat, elle fait la différence dans comment tu veux ou non travailler avec tes entrepreneurs. OK, excellent. Donc, je t'invite à maintenant regarder dans le bol et me dire... Là, moi, j'ai peur là, de qu'est-ce que tu vas me dire. J'avais déjà ciblé celle-là pour la première. OK. J'aimerais ça, Alex, que tu me parles des femmes de ta vie. Les femmes de ma vie. J'en ai... je te dirais, j'en ai 5 femmes spéciales. OK. Je vais part moi, là, mettons. Ah ouais. On t'ajoute. Merci, vas-y, je t'écoute. T'as 5 femmes spéciales. Ça commence au début. Là. Je pense que de 0 à 5 ans, j'ai ma grand-mère. Ah ouais. Son nom, c'était Amira. Amira. Ça veut dire princesse en arabe. Puis ils ont déménagé ici au Canada, ma mère, mon père. Puis moi, j'étais très chanceux. Ma mère, elle a une grande famille. Puis ma grand-mère, c'est une femme extraordinaire. Elle a eu 7 enfants. Ouais. Elle a déménagé au Canada avec toutes les filles. 6 filles, 1 frère. Donc,
Puis elle m'a beaucoup influencé parce que c'est une dame qui a tellement donné à la famille au complet. Elle a gardé des enfants pour ses enfants, qui a permis ma mère d'aller travailler. Oui. Ma grand-mère Rita, pas Amira, mais Rita aussi, c'était comme ça. Moi aussi, j'ai un lien avec ma grand-mère incroyable. C'est incroyable. Ouais. On l'a perdu, ça fait pas longtemps. Puis je te dirais, ça m'a beaucoup touché parce que elle a beaucoup donné pour moi personnellement. Je pense que j'ai comme 30 premiers cousins. Là. Ma mère sont 7, donc si on a chacun 2, 3, 4 enfants, là, ça prend pas de temps. Là. On est une grande famille. Puis là, les enfants ont des enfants, des enfants, donc des deuxièmes cousins. Puis il y a peut-être 3 ou 4 de ces vingtaines de cousins-là qu'elle a vraiment gardés. Puis il y a des histoires de quand elle est partie du Liban, qu'il y avait la guerre, quand elle est venue au Canada, des enfants. C'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas peur de rien. Puis elle a fait face aux musiques tout le temps. Ouais. La deuxième, c'est ma mère. Ma mère, c'est une femme entrepreneur. Elle s'appelle comment? On l'appelle Sam, parce que son nom, c'est Ibtissam. Okay. Puis ma mère, c'est une autre femme qui était extraordinaire. Qui a travaillé très fort des côtés de mon père. Donc, c'est elle qui a apporté mon père au Canada. Puis ma mère, c'est quelqu'un qui se réveillait à chaque jour à 5 heures du matin. On avait un resto dans le West End d'Ottawa. Puis elle travaillait jour et nuit avec mon père des 12, 14, 15 heures. Puis après ça, elle revenait à la maison, le linge, la bouffe. Bien sûr, elle faisait son deuxième shift de mère. Troisième shift. Ouais. Elle nous a aidés avec nos devoirs. Je veux dire, c'est incroyable qu'est-ce que ma mère a fait. Puis je te dirais que souvent, je parle de mon père beaucoup, mais j'oublie de parler de ma mère. Mais je te dirais, une des choses qui m'aide à avoir du succès dans ma carrière, c'est je le dis en anglais, là, mon empathy. Ton empathie. Mon empathie. Puis c'est ma mère qui m'a donné ça. Il y a beaucoup de phrases que je vais utiliser, puis c'est grâce à ma mère qui me les a appris. Ouais. Pour moi, ma mère, c'est quelqu'un qui a joué un rôle à monter la fondation de la famille Risk, mais en plus de m'apprendre beaucoup, d'être à l'écoute, de comprendre les autres, le besoin d'un autre. Donc ça, c'était la personne, je te dirais, qui a beaucoup influencé le succès entrepreneur qui est dans moi. Numéro 3, c'est mon trooper à maison, qui est Jade. Jade, c'est comme... Moi, je l'appelle un superwoman. Là. Ça, c'est ta conjointe. Oui. Puis, est vraiment est extraordinaire. Qui est une avocate. C'est ça. Professionnelle. Un professionnel. Accomplie. Elle travaille... C'est ça. Donc, je suis avec elle, je pense que depuis qu'elle a 19 ans. Elle a fini ses études, sa maîtrise, elle travaille à temps plein au gouvernement fédéral. Après ça, on s'est mariés. À cause d'elle... Mais ça, t'as pas de bague. Parce que je suis pas habitué de le... Tu sais, c'est comme mon mari, là, genre, tu connais été bon tous pour les un mois hommes, après le mariage. Après, on le porte un mois, ça m'achale. Ça m'achale. Je fais du bicycle, mes doigts enflent, je ne il y a pas. toujours une excuse, 100 000 excuses. Je suis sûr qu'elle serait contente de ta question, par exemple. Mais c'est sûr que... Jade est wonderful. Grâce à elle, on avait un loyer ici à Gatineau, puis durant le COVID, elle est comme « Ah ouais, là, on achète une maison, puis arrête donc de cette vie de bachelor de loyer. » Tu sais, c'est comme « Elle me pousse tout le temps. » Puis on a acheté une maison dans le meilleur moment, puis là, les maisons, ils ont fait bang, puis là, on a fait un bon move financièrement pour notre couple. C'était incroyable. Elle aussi, elle avait du flair entrepreneurial. Bien, c'est sûr. Je pense que je dis quelque chose, là, je dis rarement, mais si je décéderais demain, je demanderais qu'elle devienne la PDG du groupe Loyal. Puis je vais expliquer pourquoi. Parce qu'elle a connu Loyal comme qu'elle a grandi. Ouais. Puis elle a fait des sacrifices elle-même dans son couple avec moi, de ne pas me voir, de me laisser travailler, de courir après mes ambitions. Ouais. Donc, mon père me dit, mais pourquoi Jade? Puis je dis, mais là, je sacrifie en plus du temps avec mes filles, qui est ma 4e, 5e, là, que j'arrive à en parler d'eux. Puis j'ai dit, je suis convaincu
que quelqu'un intelligente, ambitieuse, travaillante, qui a dû sacrifier, va dire la journée 1 que j'ai décédé, puis on lui donne le chapeau du PDG. Elle va dire, c'est pas vrai que tous mes sacrifices sont allés pour rien. Ouais. C'est beau que tu dises ça parce que, tu sais, je vais faire un lien avec, tu sais, ma vie politique. Mon mari a fait autant de sacrifices que moi, des sacrifices différents, mais des sacrifices tout aussi importants. Tu sais. Donc, pour moi, c'est ça. Puis là, je finis sur le champ où, comme elle n'avait pas déjà assez, comme elle travaillait à temps plein, elle prend soin de la maison, je veux dire, comme incroyable. On a eu 2 enfants. Puis le temps puis l'énergie qu'elle donne à ces 2 filles-là, oui, je peux inspirer mes filles, puis je pense que je vais inspirer mes filles, parce que moi, je suis un gars qui dit quality over quantity. Puis, mais si mes filles un jour, puis ils m'entendent, puis ils vont écouter cette vidéo quand ils vont grandir, c'est grâce à leur mère, le temps et l'énergie qu'elle passe avec ces filles-là. Moi, après 1 heure, là, je wave le drapeau blanc. Là. Je suis comme, arrête-moi ça. Amène-moi dans un pays de guerre à quelque part. Lance-moi d'un avion. Mais demande-moi pas de jouer à la poupée pendant plus qu'1 heure. Je suis saturé. Ben, tu le fais pendant 1 heure, c'est bon. Puis ils s'appellent comment? Puis ils ont quel âge, tes filles? Donc, ma plus vieille, c'est Liana, puis ma plus petite, la petite s'appelle Elisa. OK. Donc, Liana et Elisa. Puis Liana, elle a aussi quelque chose de spécial. Les 2 sont spéciales. Mais Liana, c'est la fille qui nous a rendu papa et maman. Ouais. Grand-maman et grand-papa des 2 côtés. Ouais. Donc, c'est la première pour tout le monde. Ouais. Puis, la personnalité de Liana, c'est littéralement papa. Elle a une indépendance incroyable. Elle peut être toute seule. Elle n'a pas besoin de personne. Intelligente, rapide, elle ne manque rien. Spéciale. Ouais. Elisa, on ne sait pas encore. Là, elle vient de commencer à marcher. Elle est très petite. Ouais. Mais on le voit déjà qu'elle a un caractère. Elle va avoir un caractère. Je pense qu'elle va mettre sa grande sœur à sa place. T'étais-tu content d'avoir des filles? C'est drôle à cause que je voulais vraiment des gars. À cause que pas beaucoup de personnes, mais peut-être oui, peut-être non, mais moi, mon père, c'est pas mon père, c'est mon frère. Dans le feeling que tu as, plus que dans le feeling, le lien, la avec relation lui. qu'on a. Il m'a eu tellement jeune que s'il serait assis, tu ne sauras pas que c'est mon père si tu ne le connais pas. Puis, pour moi, c'est tellement un homme qui est... Pour moi, là, c'est lui le ultimate person dans la vie, pour moi. Là. Il n'y a pas personne qui est plus important que mon père quand ça vient à moi, pour moi, personnellement. Mais donc, à cause de cette relation-là que j'ai avec mon père, j'ai toujours rêvé d'avoir mon petit-fils nommé après mon père pour l'amour que j'ai pour mon père, pas à cause que c'est mon père. Puis avoir la relation amicale, donc frère, mentor, meilleur ami. Tu penses pas que tu peux faire ça avec tes filles? Mais c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais. Quand la ballonne a fait rose, là, moi, j'étais comme « Ah! » Puis ma grand-mère, elle était assise avec moi, puis elle est comme « Ah! T'as le même look que moi. » Elle a eu 6 filles. Donc là... Puis là, c'était drôle. Là, je pense qu'il y a une photo de moi et ma grand-mère assis en arrière. Là, les deux, on est comme... Puis là, quand, je te dirais, après 6 mois que Liana est venue au monde, ma mentalité a complètement changé. Ah ouais. Je suis rendu quelqu'un qui veut vraiment voir des femmes dans des places de pouvoir méritées. Oui, bien sûr. Pas du DEI, je suis pas pour le DEI, dans son forme actuelle. Je suis pour du DEI dans une nouvelle forme. Je pense Diversité, inclusion. Oui, c'est ça. Je ne suis pas pour ça dans son forme actuelle. Je suis pour ça dans une nouvelle forme. D'ailleurs, c'est le 2e thème que j'étais pour t'en parler, donc on peut aller vers ça. Mais je vais finir sur Liana et Lisa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont allumé un spark dans moi. C'est pas qu'ils n'étaient pas là. C'est pas que pour moi, une femme qui est PDG ou mairesse, c'est pas que c'était important ou pas important, c'est comme... Mais il y a une histoire que je vais clôturer
qui touche France. Puis je pense que je te l'ai dit la première fois qu'on a eu un dîner ensemble. Puis de ma fille Diana, puis ma femme, on se parlait. Puis je vais te dire quelque chose que tu vas moins aimer, beaucoup aimer à la fin. Donc, quand j'ai entendu la nouvelle que France Bellil démissionne comme mairesse, j'étais comme, you just had to just wait it out. Ouais. C'est sûr, on ne connaît pas les réalités. Bien sûr. Puis ça, c'est regarder de l'autre côté de l'angle. Puis tu sais, j'ai dit, she quit. Ouais. J'ai dit, that's why maybe we need men as a mayor. Ouais. Tu sais, c'est sûr que ça fait parler des femmes. Ouais. Tous ces commentaires-là, là, je les ai, Tout ce que entendu. tu me dis, je les ai entendus. Genre, c'était une femme. Elle était pas On capable. n'aurait pas dû voter pour une femme, on aurait dû voter pour un homme. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas toffé? Pourquoi? J'ai tout entendu ça. Mais je vais te dire quelque chose. Je suis allé à un événement à Ottawa, puis là, je t'ai vu rentrer. Puis là, j'ai dit à ma femme, elle était assise à côté de moi, puis je t'ai dit cette histoire-là, mais j'aimerais ça que tu l'entends. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, how much courage does it take for her to come back in the big public eye, se lancer en affaires, donc il faut qu'elle fasse face à la musique, puis remonter son business, puis pas avoir peur. J'ai dit, elle a eu un succès en politique, puis là, elle va avoir un succès comme entrepreneur. Je te le souhaite d'ailleurs. Puis j'ai dit, that kind of woman needs to be talked to. She needs to talk. So, Liana et Elisa peuvent savoir que des femmes gagner en politique et des femmes devenir des entrepreneurs, puis gagner comme des entrepreneurs, puis avoir des échecs comme un maire peut avoir, puis se relancer dans quelque chose d'autre, c'est pas weird. Ça arrive tout le temps avec des hommes. Exact. Puis là, il faut que les jeunes filles sachent que ça peut arriver avec des femmes, puis c'est normal de se remonter, de se regarder dans le miroir, puis se relancer vers quelque chose d'autre, puis continuer à faire face à la musique. C'est intéressant que tu dises ça aussi parce que moi, j'ai entendu quelques fois quand j'ai quitté, les gens voyaient comme ma démission comme perdre ou gagner. Moi, je me suis jamais dit, si je quitte, je perds. Je me suis jamais dit, si je quitte, mes adversaires gagnent. J'ai jamais vu ma démission comme dans la balance du perdre ou gagner. Moi, j'ai toujours vu ma démission comme du respect envers moi-même. J'ai toujours vu ma démission comme un acte de grand courage d'honorer mes valeurs. Et je n'ai jamais vu ma démission comme le fait que c'est une femme qui démissionne. T'sais, pour moi, ça a toujours été fondamentalement un être humain qui fait un constat que cet environnement-là, il ne l'acceptera pas et qui a assez de courage pour dénoncer l'environnement et le quitter. Fait que pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme, que j'ai quitté, mais plus le fait que je suis un être humain qui se respecte et qui choisit d'honorer mes valeurs. Puis ça, pour moi, c'est important parce que quand j'ai quitté, puis tu sais, je reviens à tes filles, je le dis dans plusieurs conférences, ça n'a rien à voir avec ma démission, c'est pas genré. C'est pas parce que je suis une femme. Est-ce que c'est plus difficile d'être une femme en politique? À certains égards, oui. Mais pour moi, c'est vraiment une question fondamentale de valeur. Puis, tu sais, je reviens à mes parents, par exemple. Tantôt, on parlait de nos parents. Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai démissionné? J'ai honoré toutes les valeurs que mes parents m'ont inculquées toute ma vie. L'estime de soi, l'amour de soi, le respect de soi, l'intégrité, l'imputabilité, tout ça a guidé ma décision de quitter. Donc, pour moi, de revenir dans l'œil public, je n'ai pas de malaise par rapport à ça. Puis j'aime le fait d'avoir ces discussions-là pour un peu démystifier pourquoi j'ai quitté, puis tu sais, qu'est-ce qui m'a motivée ou non à partir ou à rester.
pour que les gens ne soient pas découragés, parce que ça en prend des gens en politique, femmes ou hommes, tu sais. Ça prend des bons politiciens. C'est pas important. Bien là, c'est relatif, c'est quoi un bon politicien, Oui, mais, bien sûr. mais c'est ça. Fait que, tu sais, je te remercie de me dire ça, puis je trouve que c'est important de le dire pour tu sais, la société, mais pour les femmes, que, tu sais, mon départ, c'est pas parce que je suis une femme. Ça peut faire partie des facteurs là, qui parfois ont été plus difficiles, mais c'est vraiment plus par conviction personnelle, puis pour honorer mes valeurs, puis celles que mes parents aussi m'ont transmises. Bien, je te dirais, j'invite tout le monde à avoir ces valeurs-là, Ah! parce que c'est des valeurs très Ouais. importantes. Puis c'est des valeurs, je trouve que c'est des valeurs qui touchent, puis parlent beaucoup aux entrepreneurs, parce que je suis certain que une vaste majorité d'entrepreneurs ont ces valeurs d'une façon ou d'une autre. Puis c'est ça qui nous rend imputables à nos entreprises, nos employés, nos clients. Si on ne l'est pas, nos entreprises disparaissent. Ouais. Je me rappelle quand que j'ai vu à l'événement, j'ai vu Soufiane de Winov. J'avais dit, OK, là, je veux rencontrer France après que tu avais rentré. Puis j'ai dit ça avec ma femme. J'ai dit, là, je veux rencontrer France. Il dit, pourquoi? J'ai dit, I have something to tell her. J'ai dit, il faut que je lui dise ça. Il faut qu'elle l'entende. Puis je suis vraiment chanceux qu'il nous a connectés pour que j'aie cette opportunité de te le dire. Puis te donner aussi une chance de le dire pour que les jeunes filles et nos femmes de demain, ben, ils vont entendre que c'est possible, on est capable, puis il y a des raisons derrière, puis de ne pas le voir juste comme moi j'ai fait. J'ai fait l'erreur de le voir la première fois quand j'ai écouté sur les médias le speech de mon départ. De ton départ, puis la façon que j'ai fait comme tous les autres citoyens, je dis elle a juste lâché, mais d'avoir eu une chance de discuter avec toi, de te laisser la chance de parler, puis de l'entendre, ça vient en plus motiver à la place d'être une raison pour démotiver les jeunes filles et les femmes. Puis en même temps, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu comme ça. Là. Parce qu'ils ne t'ont pas écouté. Non, mais il y a plein de gens qui comment je peux dire, qui étaient très empathiques, puis qui comprenaient pourquoi je quittais, puis qui respectaient mon choix, autant des hommes que des femmes. Mais je pense que c'est important juste de le dire. Puis c'est important aussi de dire qu'au Québec, il y a 1115 élus sur 8000 élus qui ont démissionné avant la fin de leur mandat. Donc, c'est pas non plus... tu sais, France Belle-Île, c'est pas un cas unique ou une anecdote. Ça existe partout au Québec. Il y a quand même 12 % à peu près d'élus qui ont quitté avant la fin de leur mandat pour des raisons tout à fait différentes. C'est juste que, comme je suis mairesse d'une plus grande ville, bien, je pense que ça a fait un bruit médiatique peut-être plus important. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'élus à travers le Québec qui ont vécu des situations très difficiles, puis malheureusement, ils ont vécu ça dans l'anonymat et le silence aussi. Oui. Mais donc, mon deuxième thème qui nous rentre dans celle-là, c'est le DEI. Oui, diversité et inclusion. C'est quoi ton opinion sur ça? Qu'est-ce que tu penses du DEI dans son forme actuelle? Est-ce que tu crois qu'on devrait... Moi, personnellement, je ne suis pas pour le DEI dans son forme actuelle. C'est quelque chose que j'ai omis de dire, donc je veux juste me corriger. Je ne suis pas pour son forme actuelle. Raison, c'est que je ne pense pas qu'on devrait donner des emplois juste pour atteindre des quotas. Moi, je suis quelqu'un hyper compétitif, j'adore les sports, puis je suis un entrepreneur qui n'est pas gêné et qui ne se cache pas derrière son doigt. Moi, comme entreprise, je veux toujours avoir les meilleurs joueurs. Mais je veux savoir, comme femme, est-ce que tu crois qu'on devrait... C'est quoi tes pensées derrière ça? Bien, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je suis pour j'adhère au principe de la diversité puis de l'inclusion. Je ne suis pas très favorable aux quotas. Par contre, je crois que les organisations ont une responsabilité de stimuler la parité. Je m'explique. On sait, par exemple, en politique, on peut se dire n'importe qui peut se présenter en politique, homme ou femme. S'il y a moins de femmes, il y a moins de femmes, donc c'est sûr qu'il y a plus d'hommes parce qu'il y a moins de femmes qui sont intéressées, par exemple. Ce qui est vrai. Par contre,
on a la responsabilité de dire aux femmes, c'est possible pour toi aussi. Je t'encourage à y aller. On a la responsabilité comme société de créer un environnement qui stimule l'intérêt des gens à appliquer pour des jobs. Moi, je connais plein de femmes qui auraient toutes les capacités de diriger des organisations au gouvernement, des OBNL, de devenir probablement même propriétaires d'entreprises. Mais ils n'ont pas eu personne, peut-être pour leur faire du coaching, les mentorer ou juste pour leur dire « tu es capable, aie confiance en toi ». Donc, tu dis d'une façon à la place qu'on atteint des quotas, on pourrait à la place éduquer les citoyens qui existent 100%. Pour les encourager d'aller. Il faut stimuler, si on veut avoir de la diversité, là, il faut stimuler la diversité à se manifester. Puis pour moi, c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les transgenres, c'est vrai pour les communautés culturelles. Fait que ça, là, pour moi, là, tout le monde devrait sentir, s'il a les compétences, qu'il doit envoyer son CV, par exemple. Après, il y a la question de les gens qui reçoivent le CV et leur billet. Hein? Toi, c'est pas pire, tu t'appelles Alex Risk. Peut-être que c'est pas si clair que ça que tu es Libanais. Mais si ton nom, c'est Oussama, la personne qui voit le CV de Oussama, est-ce qu'elle peut juger, est-ce qu'elle peut avoir un biais cognitif qui fait que même si tu es le meilleur candidat, tu es défavorisé? Donc ça, pour moi, c'est d'autres choses en termes de diversité et d'inclusion que les organisations doivent faire. Il faut qu'on soit capable qu'il n'y ait pas de biais quand on reçoit des candidatures, ni parce que tu es de communauté culturelle, ni parce que tu es une femme, ni parce que tu es transgenre. Donc, il y a des mécanismes qu'on est capable de mettre en place. Je reviens à la question des quotas. Moi, je pense que de commencer à dire ça prend 12 femmes, 12 hommes parce que c'est ça qui est ça, je trouve que c'est comme un raccourci intellectuel. Je trouve qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire pour éduquer les gens. Puis, tu sais, je vais faire un parallèle entre le curatif puis la prévention. S'il n'y a pas d'extincteur de fumée dans les maisons, puis qu'il y a un incendie, ça va brûler. Si on explique à tout le monde qu'on peut sauver des vies en mettant un extincteur de fumée, en changeant la batterie, on fait tout un aspect prévention qui a un impact majeur sur le résultat ou sur le risque. Je vois un peu ça de la même façon, là, c'est simpliste, là, un peu mon exemple, mais moi, je trouve que toute la question de la prévention, puis de stimuler les talents, puis de leur donner de la permission d'appliquer, puis de les encourager à le faire, puis de les rassurer que quand ils vont envoyer leur CV à la fin, ils ne seront pas jugés sur leur nom ou leur genre. Tout ça, pour moi, c'est de la prévention. Puis ça, je pense que ça peut faire une grande différence. Parce qu'à la base, fondamentalement, on veut avoir des dirigeants, des organisations et des employés qui sont performants. Puis ça, pour moi, ça ne se limite pas au genre. Bien, moi, je partage ton opinion, mais je sais qu'on était en train de parler de ça à un dîner, puis on avait regardé ça de la même façon, mais juste on avait utilisé un exemple un peu différent. Mm-hmm. On avait dit, regarde les sports. Ouais. Exemple, si, mettons, on prendrait le NBA, puis on dirait, demain matin, il faut qu'on ait 50% blanc, 50% noir. Mm-hmm. Parce que là, la majorité, exemple, c'est de la couleur noire. Ouais. Est-ce qu'on perdrait de qualité dans le NBA? Bien, tout le monde a dit oui, on va perdre de qualité, parce qu'on va perdre le choix de peut-être un meilleur joueur pour atteindre des quotas. Ouais. Puis là, ils m'ont dit, oui, mais donc pourquoi que ça marche dans le NBA? J'ai dit, écoute, que les résultats, c'est ça qui fait qui choisit qui choisissent. Donc, je t'explique. Tu veux gagner le championship du NBA, le NBA Championship. Mais pour gagner, tu as besoin des meilleurs joueurs. Puis moi, comme dirigeant d'une équipe de sport comme ça, tu peux être la couleur que tu veux. Tu peux être n'importe quoi, n'importe quel nom que tu veux, que tes parents t'ont donné,
n'importe d'où ce que tu viens, Ouais. je veux Si les t'es meilleurs t'es bon. joueurs. Oui. Je veux que les meilleurs joueurs vont m'aider à gagner le NBA Championship. Oui. Puis ça va vendre des tickets pour que mon entreprise peut croître. Donc, ça me force à prendre une décision. Oui, sauf que, 100% d'accord avec toi, sauf que pour faire ton choix parmi les joueurs, tu as besoin d'avoir une vraie représentativité puis une vraie diversité. Il faut que tes joueurs sachent que ça vaut la peine de les faire les try-outs parce qu'ils ont une chance. Fait que, pour moi, il y a tout cet aspect-là. Je vais te relancer sur un exemple. Mettons François Legault à la CAQ. Je ne me souviens pas du chiffre, là, mais je pense qu'il y a 92 députés. Il y a la majorité. Il y a la majorité à Québec. 92. Comment est-ce qu'un premier ministre qui a 92 députés ne pourrait pas avoir un conseil des ministres à parité, donc à peu près 50-50 hommes-femmes? Je pense que dans 92 personnes, tu devrais avoir assez de choix, de profils et de compétences à ta disposition pour offrir un conseil des ministres à parité. Mais ça veut dire qu'à la base, toi, comme premier ministre, il a fallu que tu dises à des femmes de se présenter. Il a fallu que tu t'assures d'avoir une variété et une diversité à la base pour être capable d'arriver à la parité. Fait que pour moi, ça se résume toujours à ça. La question de la prévention, donner le droit, encourager les gens à le faire. Si à la fin, ton équipe sportive ou en politique, bien qu'à 92 personnes, je pense que le choix est différent. C'est sûr qu'on veut tous avoir les meilleurs. Moi, je ne voudrais pas, comme femme, être choisie parce que je suis une femme. Mais moi, je trouve que ça va handicaper la société si on choisit du monde juste pour atteindre des quotas. Puis je pense qu'on dit la même chose. Oui. Donc, moi, je pense que l'idée d'être préventive, c'est quelque chose qui devrait être regardé. Bien sûr. Puis travailler sur ça. Je te dirais, puis moi, je vais donner un exemple juste pour mes filles. Comme je dis, je suis un père de 2 filles. Je voudrais jamais que mes filles pensent qu'ils peuvent prendre un emploi à cause que ce sont des filles. Parce que ça va créer la paresse. Puis ils vont dire, oh, moi, j'ai pas besoin de travailler fort, j'ai pas besoin d'être compétitif. Je vais aller à un organisme, puis ils n'ont pas le choix, ils ont besoin des femmes dans cet organisme-là. J'ai juste besoin de faire le minimum. Et ça va handicaper l'évolution d'une société. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que qu'est-ce que tu dis, puis la façon que tu l'abordes, c'est une bonne façon de le présenter, à cause que ça permet d'être éduquer le peuple différemment que juste mettre des barrières contre d'autres. Puis, ça prend des modèles. Tu sais, à un moment donné, les femmes ou les personnes immigrantes qui ont du succès, là, ben, il faut que les gens, il faut qu'on témoigne de ce succès-là autant qu'un homme blanc de 50 ans. Parce que ta fille, là, il faut qu'elle voie que si elle est libanaise et femme, elle a autant de chances que le monsieur mais elle de est 50 ans chanceuse au blanc. Québec parce que maman, mais c'est une Québécoise. Donc, Oui. maman vient du Saguenay puis papa de Sherbrooke. Hey, c'est beau! C'est Non, beau! Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut que le monde... tu sais, moi, je dis tout souvent les Timofias québécois, anciens clics. Ouais. Ben, il faut qu'ils permettent à ces nouveaux entrepreneurs aussi, que ce soit des jeunes Québécois ou des jeunes Québécois d'origine libanais ou africains ou whatever, ou d'où ce qu'ils viennent. Je pense que ça mérite de se faire reconnu pour continuer à motiver les citoyens de la région pour essayer de dire « c'est possible ». Bien sûr. Puis quand tu dis c'est possible, tu te forces. Puis quand tu te forces, tu deviens plus compétitif. Puis c'est la compétition qui ressort les meilleurs avancements de nos temps. Donc, ça va à la place que on est dans une société où ce qu'ils disent « Ah, ben, tu sais, pour moi ici au Québec, je vais jamais être capable. Donc, je vais juste continuer à faire pas grand-chose. Ouais. » C'est ça que je veux dire par handicaper une société. Ouais. Mais s'il voit que quelqu'un qui lui ressemble, il est dans un top poste, que ce soit public ou privé, bien, peut-être ça va allumer un flambeau en dedans de lui pour le motiver de vouloir croître et devenir comme cette personne qui est devenue son idole.
Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je voudrais faire. Je voudrais démontrer que je veux motiver des jeunes entrepreneurs. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai commencé ce podcast. Puis, tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup à beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui me connaissaient. Même si mon entreprise était en train de croître, même si on avait besoin que France nous règle la crise de communication, où ce qu'on n'est pas une compagnie de taxi, mais le Groupe Loyal, c'est une entreprise c'est une multimodale de transport. C'est des experts en mobilité, en transport adapté, en transport collectif, en nomme-les, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je me faisais pas trop connaître. Mais là, si je le fais, c'est à cause que j'ai réalisé, j'ai été très chanceux, où ce que j'ai vécu une vaste croissance dans mon entreprise. Puis j'ai reçu beaucoup d'Algériens, Marocains, Africains, de monde de tout partout qui ont venu, des jeunes, sont des étudiants. Ils sont des étudiants à temps plein. Ils travaillent à temps plein dans mon entreprise. Ils envoient de l'argent dans leur pays pour aider leur famille. Il faut qu'ils se payent un loyer, il faut qu'ils mangent. Ils travaillent comme 100 heures dans leur semaine. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps pour dormir. Après ça, il n'y a pas beaucoup de temps pour les loisirs. Puis quand ils sont venus, puis je sais qu'ils me voient, puis je leur ressemble, puis ils disent « Hey, c'est possible que moi aussi, un jour, je vais avoir une entreprise. » Mais tu sais, à la place, tu sais, qu'on s'assoit puis oh, il y a trop d'immigrants, puis ils sont tous sur les systèmes publics, sociaux. Mais ils vont contribuer, puis pas juste contribuer, ils vont devenir des entrepreneurs. Ils vont avoir des postes dans le secteur public. Ils vont devenir des députés, des conseillers. Ils vont challenger le statu quo pour que ça change. C'est pour ça que je voulais motiver la jeunesse pour moi. Donc, je te laisse continuer. Oui, parce que là... On va manquer... Là, je triche un peu, là, puis là, on parle trop, là. Mais... Attends. Là, je choisis, là, je pige même pas, c'est parce que je vais faire du pouce sur qu'est-ce que tu viens de dire. OK. Parce qu'un de mes thèmes qui rejoint ce dont tu parlais, c'est transport et société. Explique-moi, c'est toi, le Groupe Loyal, qui fait de la mobilité au sens large du terme, comment tu vois que ta vision des transports, ça contribue à la société? Bien, ça, c'est une question qui pourrait prendre un podcast tout seul, parce que je suis un passionné déjà de transport. Donc, pour moi, Loyal, elle a un devoir, c'est de propulser et devenir un acteur clé de mobilité dans les communautés. Puis pour faire ça, il y a beaucoup de... Tout était divisé. Donc, le transport direct, donc le transport de taxi, ça, c'est une unité de transport. Le microtransport, donc vélo, trottinette électrique, ça, c'est un modèle de transport. Puis on continue, transport collectif, les autobus, le covoiturage, le taxi-partage, le transport à la demande. Puis j'étais assez chanceux parce que j'ai siégé sur des comités, j'ai fait le tour du Québec, même en Ontario. J'ai été chanceux de travailler avec les sociétés de transport. Donc j'ai vu ces modèles. Puis là, j'ai dit, OK, mais on a un problème. Encore une fois, tous ces modèles ne se communiquent pas. Donc là, on a commencé à développer notre application, l'application Loyal. Puis l'application Loyal, c'est quoi qu'on essaie de faire avec l'application Loyal? C'est de connecter tous ces modèles de transport. Tous les modes de transport, ce qu'on appelle le multimodal dans le jargon. Exactement ça. Donc, je vais donner un exemple. Sur une application, je peux demander un taxi, oui. Mais dans la même application, Moi, j'aime l'idée, exemple, d'avoir des vélos dans l'écosystème de mode de transport. Mais je suis quelqu'un qui veut toujours évoluer un peu les idées qui existent actuelles. Donc, on a décidé qu'on va, exemple, on va mettre des vélos sur nos véhicules et tu peux commander un vélo. Ou tu veux... Mettons, moi, je pourrais appeler sur l'application Loyal, je commande, je dis j'ai besoin d'un vélo. Puis là, il y a un taxi. Un chauffeur de Loyal. Un vélo à la maison. Exactement. Puis là, toi, quand tu as fini, tu le drops, puis tu dis ramasse, puis un autre chauffeur va venir le ramasser.
Bien, Ça, c'est assez innovant quand même. ça n'existe pas déjà. Puis là, on a regardé à Gatineau. C'est quoi les problèmes qu'on a à Gatineau? C'est que tout le monde s'en va dans le centre-ville. Donc, la 50, depuis 2011 que moi, je suis dans mon entreprise, que je vois que la 50, elle est complètement achalandée jusqu'à bloc, je pense, juste des fois jusqu'à près la brosse. Ouais. Donc, on a créé ce qui est le taxi partage. Donc, on va être capable de connecter des citoyens pour aller au centre-ville. Donc, on va, pour moins d'argent que le stationnement que tu payes à chaque jour, Ouais. l'essence, l'utilisation de ton véhicule. En plus, je ne paye pas toute la course de taxi parce que là, je vais peut-être être avec 2, 3 autres personnes dans le même taxi parce qu'on s'en va à la même place. Exactement. Donc, nous, ça. on va. Puis ça est venu des idées du transport à la demande qui vient Ouais. des sociétés de transport. Donc, à la place d'avoir des autobus qui circulent alentour Dans tous les quartiers. dans tous les quartiers pour faire 1 heure de route Ouais. pour une ride qui serait un voyage de 7 minutes en taxi. Ouais. Tu l'as fait 1 heure pour arriver. C'est sûr que ton chauffeur de taxi peut prendre la voie réservée, souvent. Oui. Fait que ça aussi, ça va plus rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais en avoir un peu plus à Gatineau. Ouais, on n'a en pas de effet. ça. Même sur l'autoroute 50, il n'y a pas de voie de covoiturage de 3 personnes. Il n'y en a pas. Mais si on aurait, le taxi partage va devenir très intéressant parce que le monde va dire, bien, il y a 2 choses qu'on doit regarder pour le citoyen. 1, est-ce qu'on peut économiser de l'argent? Puis 2, est-ce qu'on peut économiser du temps? Comment tu vois ça avec les étudiants? Donc, j'étais Parce assis... que, tu sais, quand tu es étudiant, là, pour vrai, juste payer ta passe d'autobus, ça te fait un peu chier parce que tu trouves que c'est toujours trop cher ou tes parents trouvent ça trop cher. C'est plus ou moins fonctionnel ou en tout cas utile parce que des fois, c'est très long de prendre l'autobus. Tu sais, comment, toi, tu trouves que ton groupe loyal, tes solutions, ils peuvent aider les étudiants à pas s'acheter un auto aussi? Mais France, je te dirais, c'est devenu une genre de passion pour moi. Puis je te dis pourquoi. Ils m'ont expliqué que 1 sur 4 ne peut pas avoir accès aux études en raison de manque de transport ou l'accessibilité. Un étudiant sur 4? Oui. OK. Ça, c'est une statistique que quelqu'un m'a parlé, Ouais. m'a raconté durant une rencontre. Donc, 25 des étudiants, à cause d'un problème de transport, pour avoir des limitations pas d'éducation. à l'école. Ouais. Je n'ai pas validé le statistique, Ouais. mais ça, c'est statistique. Quand que j'ai reçu cette statistique-là, bien, moi, ça ne prend rien pour vouloir faire un changement. Donc, ça m'a juste piqué assez pour que je veux faire un changement. Donc, qu'est-ce qu'on on annonce? On a annoncé que sur l'application Loyal, tous les abonnements de Loyal, ça devient gratuit pour toute forme d'étudiants à travers l'Outaouais. Donc, tu es dans le secondaire, au collège, au niveau universitaire, c'est pas important, l'abonnement est gratuit. OK. Fait que je télécharge ton application, je suis abonné à Loyal, ça me coûte rien. C'est ça. À la place de payer 9,99 $, tu payes 0 $. Puis, ce 0 $-là, cet abonnement-là va te donner accès à 10 % de rabais en tout temps de toutes tes courses, 20 % une fois par année, puis 30 $ à journée de la fête. OK. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas assez. Donc, je suis allé une étape plus loin. Donc, là, pour aller à l'UQO, pour aller au cégep, pour aller à Universel, les secondaires, on va bientôt sortir, ça va être 50 % de rabais pour aller à l'école ou 50 % quand tu quittes les lieux des écoles. Donc, comme ça, on coupe le prix à moitié. Donc, un voyage de 10 $, c'est 5 $. Un voyage de 20 $, c'est 10 $. Pourquoi? Parce que nous, on veut rendre accessible le transport pour nos étudiants, pour faire du préventif, comme que tu parlais juste sur l'autre sujet. Puis ce préventif-là, ça va aider à éduquer nos citoyens de demain, puis leur donner l'opportunité que ça soit équilibré pour tout le monde. Puis là... Mais tu sais, excuse-moi de te dire ça, mais tu sais, pourquoi tu fais ça? Parce que tu fais-tu vraiment de l'argent avec 5 $? Non, je ne fais pas d'argent. C'est dans le sens comme une course, un étudiant qui aurait payé 10 $, puis finalement, tu lui dis parce que tu es étudiant puis je veux t'aider, tu ne paieras pas 10, tu vas payer 5. Bien, nous, on va payer la différence à nos chauffeurs. Donc... C'est quoi ton pari? C'est quoi comme ton gamble d'affaires quand tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Honnêtement, c'est pas vraiment un gamble d'affaires. Ça, c'est un projet que j'ai à cœur, que j'ai les outils pour apporter une solution. Puis le flambeau d'entrepreneur que j'ai décidé que je veux être quelqu'un qui a apporté une solution concrète, réelle, pas en 25 ans, mais dans les prochaines 2 semaines,
c'est fait. Mhm. Puis tout de suite, on remet de l'argent dans les poches des étudiants, on leur donne une chance d'aller aux études et on remet du temps dans leur vie. Parce qu'à la place Bien de sûr. prendre un autobus, puis prendre prendrait- 1h30, 2 Ouais. heures pour arriver à l'école, mais ça, des fois, ça fait en sorte que tu n'es pas capable, parce que tu dois retourner. Donc, tu perds, exemple, 3 heures de ta vie par jour, ou peut-être j'exagère un petit peu, mais n'importe si tu habites à Cheval-Blanc puis tu t'en vas au cégep ou à l'UQO, ça peut être assez long. Mais si je suis capable de te remettre 3 heures, c'est 15 heures de plus par Ouais, c'est semaine. majeur. Ça te laisse avoir un emploi à temps partiel. Ouais. Donc, ça va propulser, sans le voir, le développement économique. Donc, en tant qu'entrepreneur, Puis la pour moi, c'est qualité de important. vie des La gens, qualité de bien vie, sûr. c'est numéro un. Ils ont Ouais. plus de temps pour étudier. Mhm. Si l'emploi à temps partiel est important, bien là, ils vont être capables de prendre cet emploi à temps partiel pour les aider à payer un loyer, partager des factures dans leur vie quotidienne, qui leur permet maintenant d'aller à l'école. Mhm. Bien, pour moi, à la fin, je vais me sentir beaucoup mieux à l'intérieur à la place de venir faire des podcasts puis parler que je veux un changement, mais je veux faire partie des personnes Du changement. Ouais, je veux faire du préventif, comme tu disais. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Les jeunes, le plus qu'on investit dans nos jeunes, le plus que la société future va être meilleure. Mon tour? Oui. Moi, je vais tricher un peu aussi. Je remets tout ça dans le bol, finalement. Puis j'aimerais ça te donner une opportunité de nous dire qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à toutes les jeunes filles et femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat? Merci. Ça, c'est une belle question. Si tu avais une chose à dire là, à toutes les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inspirer, pour faire du préventif? Toi, comment tu vois ça? Alors moi, ma devise, c'est un peu « on a de permission à demander à personne ». Et si on a le goût de faire quelque chose, faisons-le. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, pour les femmes dirigeantes qui veulent aller en affaires ou accéder à un poste de pouvoir ou de direction, je pense que les femmes doivent le faire. Ce que j'apprécie beaucoup de l'entrepreneuriat, c'est la question de l'imputabilité. Mes succès, c'est mes succès, ma chenoute, c'est ma chenoute. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'aime ça. J'aime ça parce que je trouve que c'est stimulant de dire que je suis maître ou à l'origine des belles choses qui peuvent m'arriver. Je les contrôle. Si je compare à ma vie politique, des choses que tu ne contrôles pas en politique. Tu peux en contrôler un bout, mais après, il y a beaucoup d'agents qui arrivent, tu sais, qui... Quand tu es en affaires, il y a un bout que tu contrôles. Tu peux contrôler tes relations, tu peux contrôler le rythme, tu peux contrôler les heures que tu passes au travail, le dévouement, l'acharnement, tu peux stimuler ta créativité, tu peux faire tout ça. Ce que je trouve aussi en affaires que j'apprécie beaucoup, c'est la flexibilité. On travaille vraiment beaucoup. Je travaille beaucoup. Tu travailles beaucoup. Je pense que tous les gens qui sont en affaires savent ça. On travaille beaucoup, mais en même temps, si tu as besoin d'aller chez le dentiste à 2 heures, tu n'as pas besoin de demander à personne. Tu vas chez le dentiste à 2 heures. Puis si ça te tente d'aller faire ton épicerie le vendredi chez Costco, quand il y a moins de monde, puis elle est à 10 heures le matin, tu y vas. Puis c'est pas grave parce que toi, tu sais que tu vas travailler toute ta journée dimanche anyway. Et il y a toute cette question pour moi de flexibilité qui vient avec l'entrepreneuriat que j'aime beaucoup, puis qui demande en même temps d'avoir une rigueur parce que, évidemment, tu ne peux pas aller chez le dentiste, puis à la Caisse populaire, puis chez Costco quand tu veux, il faut que tu travailles beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup ça, j'apprécie ça. Je me sens aussi... Tu sais, ça recoupe peut-être une question qu'on a eue tantôt sur la vision que les politiciens peuvent avoir de l'entrepreneuriat. Moi, mon père, c'est un soudeur.
qui a été aussi entrepreneur général. Fait que je considère que je viens d'une famille qui a connu aussi l'entrepreneuriat. Puis pour moi, on devrait valoriser puis vénérer l'entrepreneuriat. Alex, j'en ai une petite dernière pour toi. J'aimerais ça t'entendre sur le mot « loyal ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? J'adore que tu m'as demandé ça. Parce que pour moi, le mot « loyal » veut tout dire. D'être loyal à la famille, loyal entre tes confrères, loyal avec tes employés, loyal dans la façon que tu mènes une entreprise. Puis l'entreprise loyale qui a tout pris ma vie depuis 19 à aujourd'hui, j'ai 33. J'ai commencé quand j'ai 19 ans. Loyal a pris les 14 dernières années de ma vie. Je te dirais même, j'ai arrêté de j'ai pas voyagé, j'ai pas rien vu de ma vie. Jusqu'à tout dernièrement, j'ai fait un peu de voyage, mais j'ai travaillé sans relâche pour l'entreprise loyale. Puis c'est un addon que l'entreprise, c'était comme les étoiles sont alignées, que je suis PDG d'une entreprise qui s'appelle Loyal. Oui, parce que c'est pas toi qui as choisi le nom de l'entreprise. Non, Vous l'avez, ton père, il l'a acheté, il puis l'a ça acheté, puis s'appelait c'était déjà Loyal. Loyal. Mais si je prendrais mon cellulaire, puis j'appellerais mon meilleur ami ou un autre de mes meilleurs amis, puis je dis un mot pour dire qui est Alex, puis ils vont tous dire le mot « loyal ». La loyauté, pour moi, c'est une façon de vivre dans tous les aspects. Puis c'est une des valeurs de mon entreprise, une valeur principale pour moi en tant qu'humain. Donc, si je pourrais encourager du monde d'être loyal à une parole, une serrée de main, la façon que tu fais des affaires, ta loyauté entre tes confrères qui sachent qu'à 4 heures du matin, s'il y a un problème, puis tu m'appelles, je drop tout, puis je m'en viens. Puis je sais que c'est la même chose de l'autre côté. La loyauté à ton brand, à ton nom, à la famille. Tu as vraiment choisi le mot qui allume le flambeau dans mon cœur à cause que la loyauté, c'est fort. On en a parlé peut-être pas aussi profondément, mais moi, la loyauté, c'est comme ma valeur numéro 1. Puis ça m'a amené loin, dans le sens où je pense que je suis une fille loyale, puis j'ai eu des gens très loyaux autour de moi. Mais quand j'ai eu, je vais dire, une peine de loyauté, ça a été terrible. Y a-t-il quelque chose qui fait plus mal dans la vie? Je l'ai vécu. Oui. Y a-t-il quelque chose qui fait plus mal dans la vie que de penser qu'une personne t'est loyale et te rendre compte que ce n'est pas le cas? Puis, c'est ça. Moi, puis tout ce sentiment-là, moi, je suis d'accord. On est en affaires, il y a des contrats, mais une poignée de main puis se regarder dans les yeux, là, ça veut encore dire quelque chose pour moi, en tout cas, tu sais. Puis je trouve que tout ça, ça se perd. Fait que, je pensais que je me demandais si c'était pour trouver ma question quétaine. Non, que je te dise loyal, parce que à cause de l'entreprise, c'est loyal, mais je trouve tellement que c'est beau. Pas du tout, France. Puis je te dirais, il y a un quote que je dis en anglais, là, I'm hard to love, but I love hard. Ceux qui ne me connaissent pas, des fois, je peux sembler un peu trop dans ta face. Puis pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent, puis ils connaissent mes valeurs, puis qui je suis, puis qu'est-ce que je donnerais pour eux. Donc, c'est pour ça souvent je dis, si tu me connais, puis si tu me connais pas, il y a une raison pourquoi on se connaît peut-être pas. Puis je suis pas gêné de dire qu'est-ce que je pense. Peut-être des fois, ça peut me rendre en trouble, mais ça me dérange pas parce que c'est mes valeurs, puis je veux m'exprimer de la façon que j'y crois. Puis cette loyauté, pour moi, c'est une affaire très importante. C'est quelque chose que j'ai appris aussi de mon père, cette loyauté-là. Donc, j'ai appris que si tu es capable d'être loyal à toutes tes façons d'être, tu vas avoir beaucoup moins de problèmes. Sur le long terme, peut-être sur le court terme, c'est difficile parce que tu vas te faire un peu moins d'amis, parce que tu ne brises pas ta parole, tu ne parles pas derrière un dos de quelqu'un. Une poignée de main, ça veut dire quelque chose. Je te dis, les poignées de main dans mon industrie, ça n'a aucune valeur.
C'est plate, puis je parle juste de l'Outaouais, là. Je parle peut-être pas de l'ensemble de l'industrie. Mais pour moi, là, quand je te regarde dans les yeux puis je te dis quelque chose, même je perdrais tout, je briserais pas ma parole. Puis je voudrais finir sur une chose, que ce que j'adore que tu as demandé cette question-là. Mais toi, France, pour m'aider à comprendre puis peut-être m'améliorer en tant que personne, parce qu'on veut toujours se regarder dans le miroir puis être meilleur de qui qu'on était le jour d'avant. Avant de me connaître, t'avais-tu une perception ou pas? Puis si oui, c'était quoi? Puis après que tu as appris à me connaître, c'est quoi ta perception aujourd'hui de moi? Pas de filtre, là. Non, je suis loyale. Ouais, good. Loyale. Good. Vas-y. Moi, je connaissais ton nom, mais je connaissais surtout ton entreprise. Je connaissais surtout Taxi Loyal et je n'étais pas consciente du groupe Loyal et de tous les efforts et du virage que tu as impulsé à cette industrie-là, où tu es rentré, puis tu as pris ça d'une compagnie de taxi en innovant, puis en amenant toutes sortes d'autres solutions de transport. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Puis il y a deux façons de voir ça. Soit tu es un gars très humble, qui ne t'est pas mis en avant tellement parce que tu as propulsé ton entreprise, ce qui fait peut-être qu'on te connaît moins. On te connaît un peu de nom, mais on connaît surtout ton brand. Et je suis enchantée de découvrir l'homme derrière le brand. Parce que toi, tu as repris l'entreprise de ton père. Puis, clairement, ton père, il te dit « Alex, tu as des bonnes idées, go for it ». Puis en même temps, ton succès, c'est ton succès. C'est toi qui as fait ça. Puis ça, tu dois être fier de ça. Fait que moi, je suis vraiment contente de te connaître parce que tu es un gars loyal, mais aussi parce que tu as des maudites bonnes idées. Tu as des idées de ta génération, tu as des solutions, tu accueilles des partenaires qui te demandent des choses, puis tu es comme, je sais pas trop comment le faire, puis je le fais pas déjà, mais on va le faire. Puis ça, pour moi, ça a une immense valeur. Bien, c'est vraiment un privilège d'entendre cette opinion. Puis c'est encore plus un privilège de t'avoir ici avec moi aujourd'hui, France. Puis, comme je t'ai déjà dit, tu inspires les femmes de demain. Tu m'inspires quand tu dis les choses que tu viens de dire de moi et ça me donne la volonté de vouloir en faire encore plus. Donc, je te remercie énormément pour ton temps. Je t'encourage de ne pas lâcher, de continuer, de faire ce que tu fais. C'est moi qui vais venir te voir pour des conseils d'entrepreneur. Puis de rester loyal, c'est la meilleure chose que tu as faite. Donc, merci beaucoup. Merci.